Monsieur le doyen de la faculté de droit, mesdames et messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette heureuse initiative qui a permis d'examiner la Constitution dans tous ses états. Photographie, radiographie, IRM, autopsie, rien n'a été laissé au hasard, d'autant plus que les auteurs comme Stephen Breyer estiment que la durée de vie moyenne d'une constitution est de 17 ans. La nôtre a dépassé ces caps et rentre dans la catégorie des exceptions. Après avoir suivi les différents exposés, la question de savoir s'il faut modifier ou changer les constitutions est inévitable. Car au cours de ces 20 ans, bien des phénomènes se sont produits, plaidant soit pour le maintien du statu quo ante, et soit pour une réforme cosmétique, puisqu'en raison du numérique sans frontières, la norme de beauté s'invite partout. Les vieux refusent de vieillir en se rajeunissant, et les plus jeunes pensent que par la teinture de leurs cheveux, ils ont atteint la maturité des jugements. Les autres, enfin, sont tentés par la table rase. La question de savoir s'il faut ou non modifier la Constitution ou changer les constitutions ne peut recevoir ni une réponse abrupte, comme s'il s'agissait d'une devinette, encore moins une réponse idéologique, car la Constitution du 18 février 2006 est la synthèse des idéologies qui prévalaient au moment où son élaboration a été effective. On ne peut donc pas privilégier une seule. C'est pourquoi la question de la méthode, de manière impérative, s'invite. Raison pour laquelle il va falloir rappeler les objectifs assignés à la Constitution par les constituants, tout en se demandant si ces objectifs ont été atteints. En deuxième lieu, il faut s'interroger si les valeurs portées par la Constitution sont... Bon dimanche et bienvenue dans ce journal magazine de la mi-journée. Direction Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Les travaux ainsi terminés. L'aéroport de Mbandaka est désormais opérationnel les jours comme la nuit après la mise en service du système de balisage lumineux. Une modernisation cruciale dans cet aéroport à l'instar d'autres aéroports en cours de rénovation dans le cadre du plan de connectivité aérienne de la République démocratique du Congo. Ces systèmes renforcent la sécurité du trafic aérien. Le samedi, le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Mbemba, s'y est rendu sur terrain pour évaluer l'avancement des travaux. Reportage. C'est à 15h30 heure locale que le jet privé transportant la délégation du vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, a foulé le sol de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Au pied d'avion, Jean-Pierre Bemba Gombo et sa suite a été accueilli par le gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, le représentant du président de l'Assemblée provinciale et les membres du comité provincial de sécurité. À l'explanade de l'aéroport national de Mbandaka, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont notamment le mot de bienvenue du chef du personnel de la RVA. Prenant la parole, le commandant base Alphonse Lioko Wessé a plaidé pour que l'aéroport national de Mbandaka accède aux standards internationaux. Le directeur général de la RVA, Louis Blaise Londolé, s'est exprimé en ces termes. Fidèle à la vision du chef de l'État, Monsieur Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes venus évaluer les travaux en cours d'installation et de mise en service de systèmes de balisage lumineux de pistes des aéroports de Mbandaka et de Guémena. Avec ces installations, il sera désormais possible pour nos compagnies aériennes d'opérer en toute sécurité. Voici plus d'une vingtaine d'années, désormais le rêve tant caressé d'une mobilité et désenclavement par voie aérienne
tant de jour que de nuit, des populations des provinces de l'Équateur ou du sud ou Bangui devient ces jours une réalité. Nous sommes là pour développer nos aéroports, comme l'Organisation de l'aviation civile internationale a un slogan qui dit « No country left behind ». Et nous, le Congo, nous n'allons pas rester en arrière. Une visite guidée de travaux de balisage de l'aéroport national de Mbandaka a sanctionné le passage du vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo et sa suite à Mbandaka. La diversification de l'économie passe aussi par une agriculture professionnalisée. Le gouvernement congolais disponibilise plus de 50 000 hectares pour la plantation de palmiers à huile. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, est sur terrain pour s'assurer que cette vision du gouvernement est bien comprise et appliquée à Kundu. Dans la province du Congo central, Moïndo Nzangi a procédé au lancement de cette coopérative agricole. Edith Chala pour d'autres détails. Dans la poursuite de ses activités dans la province du Congo central, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, s'est rendu dans les territoires de Luozi, secteur de Mongoluala, au village de Nkundi. Après avoir visité 250 hectares de maïs de l'entreprise GR+, face aux agriculteurs, Moïndo Nzangi a rappelé la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour laquelle lui met en place une stratégie structurée autour des 4 C. Culture maraîchère, culture vivrière, culture pérenne et culture du palmier à huile. Il a mis à profit son temps pour évaluer l'équipement envoyé sur place. Le ministère de l'Agriculture envisage la plantation de 50 000 hectares de palmiers à huile par territoire afin de stimuler la production nationale et l'industrialisation. Les transformations agricoles et la province du Congo central est parmi les provinces pionnières de ce vaste programme. Il y a des agrégateurs qui ont été choisis dans des provinces et qui ont reçu l'accompagnement des fonds de la BAD gérés par les fonds sociaux. Et donc nous sommes à la récolte pour la campagne A et nous sommes venus voir tous ceux-là qui ont reçu l'accompagnement du fonds social pour que la population voit les résultats. La présence du ministre d'État Luozi confirme la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture le levier stratégique de diversification de l'économie nationale et de la souveraineté alimentaire. Une nouvelle dynamique agricole s'installe dans la province du Maïndombe dans le cadre de la politique nationale impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise du ministère de l'Agriculture. Une délégation venue de Kinshasa, conduite par Richard Béa, a lancé la sensibilisation et l'enregistrement des structures agricoles dans cette province. L'idée est de renforcer la capacité locale et de promouvoir la sécurité alimentaire. Redépenda pour les reportages. Une nouvelle ère s'annonce à Maïndombe dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de relance du secteur agricole, vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le ministre de l'Agriculture et de Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi. Une délégation venue de Kinshasa, conduite par l'ingénieur Richard Béa, a entamé les travaux de sensibilisation de différentes structures agricoles ainsi que les processus d'enregistrement. La première journée a été consacrée à une séance d'échange avec le gouverneur de la province, le bon Nkoso Kevani, dans les cadres de civilité et de collaboration institutionnelle. On était venu d'abord présenter nos civilités à l'autorité. En présentant les civilités, c'est aussi présenter les termes de référence de notre mission, expliquer le schéma de la campagne agricole. Et puis aussi échanger avec les parties prenantes, tous ceux qui sont dans le secteur agricole, sur la nouvelle vision de son Excellence Monsieur le Mineta, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, son Excellence Moïndo Nzangi, qui pour lui, il faut qu'il y ait une révolution agricole agressive. Par la même occasion, la délégation a tenu une réunion de prise de contact avec les responsables des structures agricoles avant leur identification et enregistrement officiel. Je suis très joyeux, très ravi. Nous remercions d'abord le chef de l'État pour sa vision d'accompagner des structures à une transformation sociale. Nous remercions son Excellence, le ministre d'État à l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui appuie la vision du chef de l'État de transformer des structures locales à des coopératives.
Très satisfait de cette initiative, qualifiée de porteuse d'espoir, la communauté locale, le peuple autochtone et des Bantous s'est exprimé favorablement, salia une action susceptible de redynamiser la production agricole et d'améliorer les conditions de vie. Je remercie le chef de l'État pour l'initiative Oyo, je remercie l'excellence ministre de l'Agriculture Moïdo Nzangi. Cette initiative vise notamment à structurer le secteur agricole, renforcer les capacités des acteurs locaux et promouvoir la sécurité alimentaire dans la province. Notons que cette émission s'étend sur le 10 jours. La délégation prévoit de visiter plusieurs sites stratégiques dont l'Institut national d'études et de recherches agronomiques INERA ainsi que d'autres institutions techniques agricoles. Le secteur informel est très important dans la vie économique de la République démocratique du Congo. Les taxes aussi. Pour Socrate Ibuchi, selon cet économiste, pense que la vulgarisation doit être de mise pour que les citoyens congolais ne se sentent pas asphyxiés. Bobette Eyenga dans ses reportages. Une taxe, un caractère de contrepartie parce que lorsque je paye une taxe, ça permet à l'État de financer les dépenses publiques. Donc une taxe, lorsqu'on paye, dans le cadre du civisme fiscal, ça permet à l'État de couvrir l'ensemble de ses dépenses. Et c'est très important pour une économie. Un vrai nationaliste, un vrai bâtisseur de son pays mérite de payer la taxe pour permettre à l'État de faire face à ses engagements envers le peuple. Lorsqu'il y a multiplicité de taxes, qu'est-ce qu'il y a comme comportement? C'est décourager les investisseurs à venir s'investir. Ceux qui résident sur le marché, il y a soit de mauvaises pratiques qui s'accompagnent de cette multiplicité de taxes, notamment la corruption qui intervient, notamment c'est décourager. Pourquoi? Parce que ça va augmenter la valeur ou les coûts liés à la création de l'entreprise et ce qui va faire que les investisseurs risquent de se décourager et s'entraînent ce qu'on appelle fuite des capitaux. Toutes les taxes sont importantes parce que ça finance l'économie, mais la façon de le percevoir mérite d'être vulgarisée. Lorsque on surtaxe, on surfacture, qu'est-ce qui sera comme conséquence? Les investisseurs vont s'organiser de telle sorte qu'ils prennent le prix lié, le coût lié, n'est-ce pas, à ces taxes, mettre ça sur le prix de vente des biens. Ce qui fait que les ménages à faible revenu vont en pâtir, ça ne va pas leur permettre, n'est-ce pas, de bien survivre. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître que lorsqu'on surfacture, comme conséquence, les faibles taux liés au fait, aux activités informelles semblent être très élevés dans notre pays ou dans d'autres pays d'Afrique. Ouvrons notre page rétrospective avec la synthèse des activités du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au courant de la semaine qui vient de s'achever. L'Union européenne réaffirme son appui à la République démocratique du Congo pour faire taire les armes dans la partie Est. Une affirmation de la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire qui a eu le privilège d'être reçue par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Avant la fin de la semaine, le président de la République a présidé la 79e réunion du Conseil des ministres, le tout dans ses condensés signé Pierre Kibambeso Moïsa. En tournée dans la région du Grand Lac, Madame Adja Labib, commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En toile de fond de leurs échanges, la situation humanitaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. La commissaire européenne était porteuse de messages de solidarité et d'engagement de l'UE envers la RDC. Madame Adja Labib a annoncé une allocation humanitaire de 81,2 millions d'euros et l'ouverture prochaine d'un pont humanitaire en vue de secourir les populations en souffrance. Le gouvernement a tenu le vendredi sa 79e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'ordre du jour de la réunion figurait notamment l'évaluation de la situation générale du pays, l'examen de la circulaire spécifique fixant les orientations des dépenses en capital pour l'exercice budgétaire 2027, l'examen du rapport de la situation des droits humains dans les villes sous occupation du Rwanda et de ses supplétifs AFC M23, l'examen du projet porté par le
Frivao relatif à la relance des indemnités collectives ainsi que l'exposé sur le lancement du programme national d'alimentation scolaire. Champion olympique en boxe, Tony Yoka a été reçu le jeudi soir à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a présenté au chef de l'État sa médaille olympique obtenue lors des Olympiades de Rio au Brésil dans la catégorie des super lourds, plus de 91 kilos. Il a aussi offert au président de la République une paire de gants en or dédicacés qu'il a portés lors de son triomphe olympique. Tony Yoka a des projets sportifs ambitieux d'encadrement, de formation et de détention des jeunes talents congolais. 2 Congolais boxeront à Kinshasa, à République démocratique du Congo, avec une portée internationale, a indiqué le champion, précisant qu'il séjourne officiellement au pays dans le cadre de l'organisation d'un combat décisif qui va l'opposer à Martin Bakolé, figure majeure de la boxe mondiale. Parmi les grandes lunes qui ont retenu l'actualité au courant de cette semaine qui vient de s'achever, Téné, le parquet général près la Cour de cassation, a ordonné la libération de 125 détenus à la prison centrale de Makala. L'opération s'est poursuivie également dans des provinces. Le lancement d'un projet pour l'accès à l'eau potable à Guadeloupe pour la fourniture en eau potable. Cette rétrospective en 5 minutes a mis également un accent particulier sur les inondations après les fortes pluies qui se sont abattues à Kinshasa. L'urgence s'impose pour sauver la capitale congolaise. Mamika Dima. Plusieurs faits ont marqué la semaine qui s'achève. Parmi ces faits, cette situation alarmante que nous impose Dame la pluie. La ville de Kinshasa était encore une fois sous les eaux vendredi. Les pluies torrentielles ont transformé les rues et boulevards en véritables rivières, provoquant ainsi des inondations spectaculaires et paralysant la circulation dans plusieurs communes. Des dégâts matériels énormes, les glissements des terrains entraînant des maisons d'habitation, des véhicules emportés par les eaux laissant une population sans voix. Toujours dans le même chapitre, le notable de Mongafula avait effectué une descente au quartier armé dans la commune de Mongafula afin d'évaluer la situation liée aux érosions causées par des pluies qui affectent cette partie de la capitale depuis plusieurs décennies. Les initiateurs de cette démarche avaient plaidé pour une prise en charge technique appropriée. Cet appel a trouvé gain de cause 48 heures après. Une réponse rapide du gouvernement a été enregistrée avec la descente d'une équipe de l'Office des routes pour les débuts de travaux. En justice, 125 détenus de la prison centrale de Makala ont été remis en liberté sur ordre du procureur général près la Cour de cassation mardi. Ces derniers étaient en détention irrégulière. Cette mesure est intervenue à la suite du décès de 5 détenus victimes d'une épidémie de choléra dans cette maison carcérale. Un ouf de soulagement pour les fonctionnaires de l'État. Chose promise, chose faite. La paye a bel et bien eu lieu dans les 72 heures. L'annonce a été faite lundi à l'issue d'une réunion du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre. À moins de 10 jours de la fin du mois de février, le CSP a rassuré que les dispositions ont été prises pour commencer la paie du mois de février en donnant priorité aux militaires, policiers et enseignants. Et puis, les projets régionaux d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalière a été lancé à Badolité lundi. Ces projets visent à renforcer les infrastructures hydrauliques et à assurer une meilleure desserte en eau potable dans les grandes villes et territoires des provinces du Grand Équateur. Ces projets bénéficient du soutien de la Banque africaine de développement et du Fonds de l'OPEP pour le développement international. En semaine, la sous-station électrique d'Indolo était hors service. 144 cabines électriques sans courant. Les sectionnements des câbles moyenne tension de la sous-station d'Indolo par l'entreprise contractante GMT qui exécute les travaux de réhabilitation de routes auraient été à la base de cette situation. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du chantier des valorisations des sous-produits miniers stratégiques.
La RDC intensifie ses efforts pour contrôler et valoriser ses richesses minières dans la province du Lualaba. Les échanges techniques de haut niveau ont été lancés mercredi au laboratoire national des Moussompo, réunissant les opérateurs miniers du Grand Katanga autour de l'évaluation de la certification et de la taxation de sous-produits stratégiques présents dans les métaux majeurs. Et le ministre de l'économie nationale a publié jeudi les rapports annuels 2025 de l'évolution de prix de plusieurs produits de grande consommation. Objectif, rassurer les consommateurs congolais sur la protection de leur pouvoir d'achat. Et pour terminer, quelques membres du gouvernement, sénateurs et députés étaient à la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, Mariapolis, dans le Lualaba. Cet édifice, réalisé selon les standards architecturaux contemporains, a été construit grâce au financement du gouvernement provincial du Lualaba. Je le disais dans le titre, le quartier Terre Jaune dans la commune de Lantilé se meurt 4 têtes d'érosion, menace de faire disparaître ces quartiers situés à 4 km de l'aéroport international d'Ndjili, une situation qui menace la vie de populations et différentes infrastructures. Les autorités compétentes appelées à des solutions urgentes. Peggy Mukunda. Nous sommes en Passamaba, un quartier de la commune urbano-rurale de Lancelé, à quelques kilomètres de l'aéroport international d'Ndjili. Avec ces 10 localités, cette contrée est non seulement enclavée, mais aussi menacée par plusieurs têtes d'érosion. L'accès au quartier étant difficile, seule la marche à pied reste l'exercice des habitants. Ces érosions ont emporté plusieurs maisons. Nous demandons l'implication des autorités. Cela ne demande pas un grand travail. Avec un peu de volonté, la solution sera trouvée. L'enclavement du quartier Passamaba n'est pas un frein pour des nouvelles constructions. Ici, c'est par moto que sont acheminés les matériaux et matériels pour les chantiers. Nous habitons le quartier Passamaba. Nous avons un problème sérieux pour acheminer nos matériels ici pour des constructions. Au moins des fois, nous amenons des matériels par des motos, tout ça. On n'a pas vraiment une route vraiment qui est vraiment accessible pour amener nos matériels ici en passe. Alors nous demandons à nos autorités de nous aider pour les problèmes de route qui pensent un peu à nous pour qu'on puisse avoir vraiment une visibilité, surtout sur les routes, pour amener nos matériels. Autre difficulté rencontrée ici, c'est le manque des infrastructures de base, d'eau potable et d'électricité. Nous sommes à 0 mètre à l'aéroport international. Nous sommes dans la commune de Lancelé, à 0 mètre de l'aéroport d'Ndjili, où passent les autorités. Je me pose la question de savoir si nous sommes dans la capitale Kinshasa ou pas. Nous avons d'énormes difficultés. Il n'y a pas d'école, pas d'eau, pas d'électricité, même pas un terrain de jeu pour les enfants. La sécurité dans ces quartiers reste un atout majeur. C'est le résultat d'une bonne collaboration entre les autorités locales qui associent également les forces vives. Pour assurer la sécurité dans mon quartier, nous travaillons en synergie avec les chefs des rues et les forces vives. Ce sont eux qui nous aident à démanteler les réseaux mafieux. Ce sont eux qui nous aident à démanteler ces réseaux et nous informer à temps réel. Les quartiers Passamaba méritent une attention particulière, comme certains quartiers en situation similaire. Désenclaver ces quartiers, c'est signer aussi le développement et améliorer les conditions de vie de sa population, estimée à plus ou moins 30 000 habitants. Avec l'ouverture partielle des rocades, il est désormais pas possible de quitter l'ouest de Kinshasa par le quartier Kimwenzagar en passant par Mongafula et de joindre Ndjili Brasserie. De plus en plus, cette route prend forme et facilite la circulation dans la capitale congolaise. Un raccourci. Empruntant cette route, les travaux de construction se poursuivent, mais les motocyclistes et taximens y passent déjà. Nous allons à la découverte de cette route dans ces reportages avec Mami Kadima.
La rocade de Kinshasa, longue de 63 km, commence déjà à transformer les quotidiens des habitants. Bien qu'elle ne soit pas encore asphaltée, elle relie efficacement Kimwenza Gare à l'ouest, Njili Brasserie à l'est de la capitale. Sur ces tronçons, motos, véhicules et divers engins circulent sans relâche. Il est désormais possible de quitter Njili Brasserie pour atteindre Kimwenza par route. Nous demandons aux autorités d'accélérer avec les travaux parce que la route n'est pas complètement finie. Quand il pleut, il y a la boue, la route devient impraticable et il fait aussi noir. Il faut éclairer la route. Au PK18, les travaux se poursuivent avec la construction d'un pont de 90 mètres sur la rivière Njili. Dans la même municipalité, des chantiers anti-érosifs sont également en cours pour sécuriser la chaussée. Cette route n'est pas seulement un axe de circulation, elle ouvre la voie à de nouvelles activités économiques. Sites touristiques, hôtels et auberges se développent le long du tracé. Les maraîchères, eux, profitent de cette opportunité pour écouler plus facilement leurs produits vers les centres des négoces. Nous sollicitons l'appui du gouvernement pour acheter les engrais et outils de travail. Nous sommes contents pour la route. Ça nous permet d'évacuer nos produits et permet l'accessibilité à ceux qui viennent acheter nos produits. Par rapport à Angela, les gens qui tombent en cash, puisque il y a un bama moko bauta nisika, bama banga kapo Angela. Pour Angela, bon ça, les gens qui tombent en cash, wana, ils banoté sa biso faveur na ba makamwa bilan. La pluie de novembre 2025 a endommagé une portion de la chaussée, mais le gouvernement, via l'Agence congolaise des grands travaux, est déjà mobilisé pour la réhabilitation. Alors, on a un motard, on a une difficulté à nzela. Donc, on a une niche, on a accélérer misala pour être, on a une facilité à koleka. Le boulot est sali à 5 mois, 6 mois. À 5 mois, 6 mois, donc ils ont rendu des choses difficiles. Nous demandons l'accélération des travaux car cette route est d'intérêt capital. Elle va faciliter les commerces des produits vivrières et maraîchères aux habitants environnants et d'ailleurs. Plus d'un an après le lancement du projet, les travaux avancent à un rythme jugé acceptable. La rocade, déjà partiellement ouverte au trafic, s'impose comme un levier majeur de désenclavement et de développement économique pour Kinshasa. Le raccordement fraudulé et anarchique de câbles électriques sans tenir compte de la capacité du transformateur plonge les quartiers Lissala dans les noirs de coupures intempestives. La population de la commune de Kintambo lance un cri de détresse sur les surcharges de cette cabine. L'intervention urgente de la SNEL soulagera tant soit peu cette situation concernant cette cabine électrique. Un récit de Peggy Mukunda. Nous sommes au quartier Lissala, sur l'avenue Rail, dans la commune de Kintambo. La cabine Boboliko électrique de l'ASNEL que vous voyez risque d'exploser et brûler. Pour cause, les raccordements illicites et fraudulés par les agents de l'ASNEL et ses journaliers. Les agents de la SNEL, avec ceux qui gardent les clés de notre cabine, sont en complicité. Ils ont maintenant trop surchargé la cabine. Le problème que nous avons vraiment dans notre quartier, c'est courant. Nous souffrons vraiment pour le courant. Nous souffrons beaucoup pour le courant ces derniers temps. Notre cabine est trop surchargée. C'est bon bien installer cabine il y a des charges. Installée pour servir que 3 avenues, aujourd'hui, elle alimente plusieurs maisons sur l'avenue Oya,
De nouvelles constructions tout au long de la rivière Makelele et autres. Nous avons un quartier qui est diplomate. Donc, basinga nyonso izo yakaka na cabine. Plusieurs quartiers GB diplomates, toutes leurs maisons sont connectées actuellement dans notre cabine. Nous restons sans courant pendant la journée jusqu'à 1h du matin. Donc, cabine est supportée sous charge. Nous avons un courant de tongoti iner. Les habitants du quartier Lissala promettent de mettre fin à cette mésaventure à leur manière en cas de non-intervention des autorités compétentes. Se prendre à charge. Notre transfo risque d'exploser. Nous sommes prêts de se prendre en charge pour déconnecter tous ces câbles illicites. La balle est donc dans les camps de l'ASNEL pour régler au plus vite cette situation alarmante. Révision des modules de formation des équipes d'intervention rapide. L'atelier de formation stratégique a été clôturé le 18 février dernier sous la supervision de l'Institut national de santé publique à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique avec l'appui financier de International Medical Corps. Rodépanda pour le reportage. Lancé par le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de la santé publique COUSP, le Dr Christian Gandou, cet atelier de 4 jours consacré à la formation des équipes d'intervention rapide a réuni des experts des différentes divisions d'activation de COUSP avec comme finalité d'intégrer des observations issues de terrain et adapter les modules de formation aux réalités opérationnelles en RDC. C'est une étape clé vers les équipes d'intervention rapide mieux préparées, plus adaptées au contexte et pleinement au service des communautés, a précisé le chargé des opérations de COUSP, Richard Kitenge, avant de procéder à la clôture des travaux. 4 jours de temps d'activité, ce qui n'a pas été facile. Le temps que nous avons estimé, au-delà de ce que nous avons fait, le temps est apparu insuffisant. Nous remercions le partenaire technique et financier qui nous a appuyés, je cite, IMC. En attendant la restitution, nous déclarons officiellement clos cet atelier d'intégration des inputs terrain au notre directeur de l'INSP. Dans le cadre de cette initiative, un représentant de International Medical a indiqué que le soutien de son organisation ne se limite pas au financement, mais plus encore, il s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités et d'accompagnement technique durable des structures nationales pour des réponses aux urgences sanitaires. Un livrable consolidé est issu de ces 4 jours d'échange qui intègrent des recommandations et bonnes pratiques destinées à être diffusées sur l'ensemble des 26 provinces du pays en attendant la restitution officielle par des parties prenantes. Au nom de la hiérarchie, Richard Kitenge, chargé des opérations du COUSP, a clôturé officiellement ses travaux en réaffirmant l'engagement de l'Institut national de santé publique INSP à renforcer durablement le système national de réponse aux urgences.